parlerai pour moi et après j'étendrai peut-être au groupe et Ségézy bien sûr complétera. Première raison, ce sont nos enfants. C'est en pensant à nos enfants, d'une manière générale, tous genres confondus. Et en deuxième lieu, peut-être une pensée supplémentaire pour nos filles, nos mères, nos sœurs. Mais je dirais plutôt nos enfants d'une manière générale. Ensuite, je dirais que, après ça dépend des sujets. Si on pense par exemple à la Constitution, je parlerai encore une fois pour moi, mais je sais que c'est à peu près le sentiment du groupe, c'est que depuis l'occasion manquée de 2011 concernant la liberté de conviction ou de religion, on a retenu notre souffle depuis plus de 10 ans et on attendait une prochaine bonne occasion. Et en fait, en 2022, alors après je réponds à Amine pour le timing, parce que tout est lié en fait, en 2022, on s'est dit il faut démarrer le chantier en 2022 pour qu'il puisse éventuellement aboutir en 2023. Pourquoi ces années-là? Parce que ce sont des années non électorales, entre guillemets non politiques, mais en fait on fait de la politique tous les jours, hein, vous le savez très bien. Et on s'est dit qu'il y avait une fenêtre qui était relativement, et qui d'ailleurs est en train de passer très vite, mais ça va être un autre sujet. Une de nos grandes satisfactions, alors ensuite on voulait faire un travail, je dirais sérieux, structuré, mais transversal. Pas exhaustif, mais transversal. Puisque vous le voyez, il y a la Constitution, il y a le Moudouana, il y a le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code de l'insécurité et des divers. Donc c'est une ambition transversale. Et comme c'est écrit un petit peu dans le préambule, une de nos satisfactions a été, 4 mois plus tard, le discours de Sa Majesté, qui a été un discours qui nous a vraiment boosté, sans aucune complaisance et sans langage convenu, qui nous a boosté, qui a doublé, triplé notre motivation. Et on s'est dit, tiens, peut-être qu'on a vu juste quelque part, au moins sur un chapitre. Mais nous restons sur une plateforme transversale. Maintenant, le plat de résistance, ça sera certainement la Moudouana, mais on se situe dans un temps, je dirais pas long, oui, mais sur quelques années quand même. Voilà. Et puis, enfin, deuxième chose, ou peut-être la chose plus importante, c'est que nous pensons très modestement, bien sûr, c'est que l'élite de ce pays doit faire bouger les lignes. Et c'est même le propre d'une élite, avec toute la modestie qui s'impose. Les évolutions, les ruptures, pas dire les révolutions, les évolutions et les ruptures sont très souvent le fait d'abord d'une élite qui arrive à convaincre un plus grand nombre. Voilà, pour faire court. Dernier point sur le timing, si vous permettez. Le timing, nous l'avons écrit, je vous le dis à cette occasion, et d'abord, merci de nous recevoir. Ça, on a passé trop vite là-dessus, et de votre intérêt et de votre temps. C'est le timing politique. Nous avons constaté donc en 2021-22 la conjoncture politique avec un gouvernement ramassé, relativement homogène, quoique on pourrait écrire une encyclique. Tout à fait, voilà. Donc c'est comme les 19 ans après le Moudouana, la dernière réforme de la Moudouana, et on s'est dit, tiens, il y a quelques astres, pas tous, qui sont alignés pour ouvrir ce travail. Et très vite derrière, nous avons eu soit la chance ou la bonne inspiration de réunir autour de la table des gens dont on va peut-être parler, qui sont assez complémentaires, assez différents, assez variés, pour mener une partie de l'étude et une partie du débat. Donc, comme a dit Jalil, effectivement, et vraiment, je suis sincère. Personnellement, si je me suis engagé dans ce domaine de réflexion sur notre façon de vivre, de l'évolution de notre société, c'est plutôt pour nos enfants. Nous déjà, on ne fait pas partie de la classe, si vous voulez, la plus désavantagée, mais nos propres enfants partent tous. Imaginez, vous avez des enfants que vous avez financés, dont vous avez financé des études très très chères et qui sont brillants, et à la fin, ils n'ont pas envie de rester au Maroc. Pourquoi? Puisque la fille, elle va sortir dans la rue, elle va être harcelée. Vous allez discuter avec des gens, vous allez être déstabilisé. Et vraiment, c'est là où, une fois j'ai terminé plus ou moins ma carrière professionnelle, j'ai intégré plusieurs associations dans ce sens-là, de la réflexion. Et effectivement, on s'est rendu compte de cette difficulté. C'est-à-dire que nous avons devant nous un discours qui est pour des gens... Moi, je dis que peut-être on est de l'élite, peut-être.
On a fait de hautes études à l'international. On a lu beaucoup. Je suis passionné, par exemple, de l'histoire, de la philosophie. Et je suis un scientifique pur. Vous êtes ingénieur. Donc, ingénieur, mathématicien pur. Donc. Jeune retraité. Et évidemment, on est choqué quand on trouve un langage de la société qui nous semble complètement hors de la logique elle-même. Et on dit il y a un problème. Il y a un problème. Nous avons vécu des périodes, surtout notre génération. Hein, je ne suis pas très vieux, mais je ne suis pas jeune non plus. Donc nous avons vu l'évolution du Maroc, de l'indépendance pratiquement jusqu'à ce jour. Et croyez-moi, l'évolution a été terrible. Nous sommes passés de périodes, imaginez que nos mères à nous étaient plus modernistes, entre guillemets, que les filles qui ont 20 ans aujourd'hui. Et quand je vois nos parents qui ont milité pour l'indépendance du pays, donc qu'on appelait les nationalistes à l'époque, je ne sais pas si les gens l'appelaient les nationalistes, les Ouattaniyin, dont il y avait des fidéines, des jeunes, et qui ont milité pour que ce pays avance, et qui ont pu commencer vraiment la construction d'une société, croyez, moderne. Moi, je me rappelle les années 70-80, on était un pays ouvert. Depuis les années 90, et nous avons vécu ça à notre génération. Et il y a eu vraiment un chamboulement dans l'histoire, si vous voulez, peut-être de toutes les sociétés de culture musulmane, et même arabo-musulmane ou musulmane, avec la révolution iranienne. Moi, j'étais jeune à l'époque à Paris, et j'ai milité Khomeini et tout ça. Oui. Moi, je faisais partie des jeunes à l'époque, Paris, et on était tous subjugués. Et quand on rentrait au Maroc, nous avions un roi qui nous disait, moi je suis pas chiite, moi je suis pas pour ce mouvement-là, mais il faut faire attention, il faut savoir gérer. Et croyez-moi, comme je vous dis, il faut être fier d'être né marocain. Et je vous le dis en toute sincérité. Nous avons un système un système séculaire, politique, culturel, religieux, que nous avons hérité. Et croyez-moi, je n'en vois pas de mieux dans ce monde arabo-musulman. Et de façon sincère, hein, je n'en vois pas. C'est-à-dire, vous jeunes, vous devez être fiers d'être marocains. Pourquoi? Puisqu'on a une culture, croyez-moi, on a une culture qui est basée sur un système politique qui est séculaire et qui a marché. Et il faut savoir que notre système politique, il est basé sur la gestion du politique et la gestion du religieux et la gestion du culturel, ce que nous appelons, nous, Amir al-Mouminin, le Makhzen. Et cette modération, justement, ce que les gens ne comprennent pas de l'extérieur, que notre système est un des plus démocratiques qu'il y a eu au cours de l'histoire. Le Makhzen, qui est dans le terme, je ne vais pas dire dénigré, il est dévoyé, il est calvaudé. C'est un terme qui est, croyez-moi, puisque moi je vous dis, je vous parle en tant que quelqu'un qui aime l'histoire et passionné de l'histoire. Le Makhzen a été toujours démocratique. Ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir que le commandant des croyants ou le représentant de Makhzen était choisi par les tribus à l'époque et qui choisissait un sultan. Pourquoi? Puisqu'il a une légitimité religieuse et il arrivait à faire le consensus sur tous les Marocains. Qu'ils soient Rifa, qu'ils soient Sahraoui et tout ça, tout le monde, ils sont d'accord pour ce sultan et c'est eux qui l'ont. Moi, je me rappelle, enfin, je discutais avec mon grand-père et les gens choisissaient le sultan. C'est-à-dire que le sultan était toujours l'émanence
de la volonté, disons, pas de l'élite, voilà, c'est-à-dire classe, mais l'élite marocaine a été toujours à l'avant-garde au niveau culturel islamique et arabe. Nous avons eu toujours une élite qui est vraiment à l'avant-garde, qui est contrairement à ailleurs. Hein, je ne veux pas. Mais au Maroc, on a eu des élites qui ont fait perdurer, si vous voulez, ce savoir. Nous sommes des gens réalistes. Nous avons les yeux ouverts sur le conservatisme d'une grande partie de la société. Nous savons que nous n'avons couvert qu'une partie du travail. Pour nous, c'est une étape importante, mais c'est une étape, et c'est écrit dans le document, qui appelle d'autres étapes, qui appelle justement en fait à ouvrir le débat. Parce que je fais une parenthèse, un des grandes, disons, tactiques, on va dire, ou une des grandes réactions des conservateurs, c'est d'éviter le débat. C'est d'éviter le débat et de parler de la forme, et de rester sur des choses un petit peu floues pour éviter le débat, parce qu'ils savent, en tout cas les plus cultivés parmi eux, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont cultivés, ils savent qu'en ouvrant le débat, ils pourraient peut-être perdre, allez, la moitié de la partie. Je ne dirais pas forcément toute la partie. Donc déjà, nous, et c'est pour ça qu'on fait référence au fait qu'un de nos membres éminents, que je n'ai pas besoin de citer, a pris langue avec quelques ulamas de référence, qui ont dit que sur la plupart du sujet, le débat est possible. Alors, ils ne préjugent pas. Donc, je dis bien, c'est un travail d'étape qui doit nous emmener aux étapes suivantes, des étapes de débat, des étapes de rédaction de trucs, et surtout montrer que notre conviction, d'abord, c'est qu'on va après, je pense qu'on va rentrer certainement dans les grands chapitres, mais sans aller plus vite que la musique. Je fais juste une allusion rapide pour ne pas spoiler, comme on dit, le sujet. La liberté de conviction. La liberté de conviction, si on lit les textes de base les plus orthodoxes, ça fait partie de l'ADN de l'islam. Et comme on le dit, sans liberté de foi, il n'y a pas de foi authentique. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc ça, c'est pour illustrer quoi? Illustrer le fait que notre conviction profonde, c'est qu'il y a une très grande marge de manœuvre à l'intérieur du champ orthodoxe. C'est ça ce que... dans l'orthodoxie, dans les textes les plus... Alors, sans rentrer, après, il y a tout le sujet, qui est le sujet de la charia. Qui la charia est une production humaine, ce que nul ne conteste. Et qui dit production humaine, dit donc production perfectible. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, nous sommes conscients, messieurs, qu'il y a bien d'autres spécialités qui entrent en jeu, et c'est à ça que nous faisons appel. Nous aimerions qu'autour de cette table, il y ait 2 sociologues, 2 historiens, 2 philosophes, 4 ulamas, 3 professeurs universitaires, 5 ingénieurs et 18 journalistes. Enfin, je schématise, hein, vous avez compris, et quelques hommes politiques. Effectivement, comme on a dit, on s'est retrouvé à une époque où on a découvert une contradiction entre plusieurs discours. Nous avons un discours qui, à l'époque, nous, on l'appelait le Khouanji. Je ne sais pas quel est votre âge. Et ouais, c'était le Khouanji et on était surpris. Et nous avons, pire, trouvé un langage qui nous dit des wahhabites, qui viennent avec un habit qui personnellement, je trouve... oui. Donc, et effectivement, ce qui est bon, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, Marocains de ce que je dirais du terroir, ce que nous représentons, par exemple, dans ce collectif, vous avez des Marocains du terroir, des vrais. Et nous avons un certain esprit d'analyse intellectuelle. Et on s'est rendu compte que le Maroc, l'islam marocain, c'est autre chose que ce qu'on nous ramène de l'Est. Et que ce langage-là était nouveau pour nous. On nous sort des trucs qui nous disent qu'ils viennent du prophète. Mais nous, mon grand-père, il était habillé autrement, ma grand-mère était habillée autrement. Et l'islam, voilà notre langage. Nous disons que notre islam marocain, pour votre connaissance, Ash'ari, Soufi, selon Imam Malik, Sunni, il est très spécifique. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez trouver comment il a évolué depuis 124 ou 123 Hijri, c'est-à-dire le 8e siècle,
en passant par les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, il a évolué d'une façon extraordinaire pour aboutir à notre islam marocain. Et nous avons un langage. Moi, mon grand-père, ma grand-mère parlaient un autre langage que j'ai entendu depuis longtemps, sur 90. Donc notre réponse, si vous voulez, qu'effectivement il y a un problème certainement théologique. Mais nous, ce n'est pas notre rôle, n'est pas notre métier. Nous, on est là pour donner une démarche globale et une façon de voir le monde pour s'en sortir, si vous voulez. Puisqu'il y a urgence, il faut éviter des catastrophes idéologiques que nous voyons partout ailleurs. Et ce que je dis, ce que nous disons, que nous, les Marocains, quand on retourne à cette culture, à cette religion islamique marocaine de nos grands-pères, nous avons la solution. La solution est justement nos institutions. Imarat al-Mu'minin, croyez-moi, notre madhab, notre façon de voir, elle fait partie des plus ouverts, des plus... imaginez que nous avons abrité les Juifs mieux que les chrétiens. Nous avons abrité les Juifs contre les nazis. Est-ce que vous avez des exemples comme ça partout dans le monde? Et c'est à cause de quoi? C'est de cette culture et cette compréhension de notre religion. Nous avons Amir al-Mu'minin, il est à la fois Amir de tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens et musulmans, par exemple. Nous avons développé des concepts qui nous permettent de nous en sortir. Dans ce que nous disons, nous, on veut, à notre niveau, éviter un discours théologique à 100%. D'accord? Même si, croyez-moi, j'en connais certainement plus que pas mal d'autres personnes qui se disent les Don Quichotte de l'islam. Ah, c'est pas mal quand même. Croyez-moi, on peut faire des débats. Et moi, je suis un ingénieur, et eux, ils le sont aussi. Ils ne sont pas plus fuqaha que moi. Donc, si vous voulez, mais nous ne voulons pas rentrer dans... La démarche d'Yamna ne veut pas rentrer dans ce truc-là. Nous, ce que nous disons, il y a un problème et il faut y aller. Éventuellement, cette discussion théologique, ça va prendre peut-être des générations. Il faut la lancer et nous avons des gens, des ulama qui sont à fond là-dedans. Nous, on est juste des citoyens de la société civile et on dit, nous avons certains points qui sont clairs et nets et nous sommes issus tous de familles conservatrices. Moi, mon père, il était un imam, jamais. Vous voulez dire traditionnaliste? Traditionnaliste, si vous voulez. Traditionnaliste, c'est-à-dire notre islam marocain tel que nous le consentons, tel que nous l'avons toujours compris et tel qu'il a été exercé par nos ancêtres marocains, pas d'ailleurs. Et je dis, à partir de cette racine-là, on s'est rendu compte, et comme a dit Jalil, vous avez par exemple, c'est incroyable, vous avez des choses qui sont défendues par les gens qui se disent actuellement défenseurs de l'islam, qui sont beaucoup plus réactionnaires que notre islam à nous. La liberté de conscience, nous avons discuté avec tous les ulama que nous connaissons à notre niveau, pas d'une façon structurée. Et tous ils disent la ikraha fi din pour nous. Et nous avons, attention, nous avons un texte du Conseil supérieur des ulama qui a sorti une fatwa, dont la référence est là.